Beauté mes chers boniteurs, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre format, le recap de la bonitude. Aujourd'hui nous sommes au deuxième numéro du recap de la bonitude. Et bien votre format où on décrypte, on analyse, on commente l'ensemble de l'actualité qui a alimenté la semaine que nous sommes en train de terminer. Au menu de notre épisode de ce jour, nous allons parler premièrement du retour du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Et bien pourquoi ce retour et quelles en seront les implications? Surtout, nous évoquerons aussi l'échange tendu qui vous n'avez certainement pas raté entre le ministre de la Justice, M. Constant Mutamba, ainsi que Élisée Odia. Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce point? À l'international, nous allons parler de Donald J. Trump qui défraie la chronique, notamment sur le fait qu'il soit accusé de délits initiés par les démocrates. Le menu est servi, le récap de la bonitude, c'est maintenant. Alors, comme je l'ai annoncé en titre, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, prévoit de revenir en République démocratique du Congo sans délai. Rappelons-le, depuis près d'un an, Joseph Kabila est en exil en Afrique australe. Selon ses proches, il s'agit au fait des raisons sécuritaires qui l'ont poussé à s'installer hors du pays. Et aujourd'hui, au regard de la dégradation de la situation sécuritaire, je prends ces mots qu'il a confiés, notamment Jeune Afrique nous a rendu public. Il dit vouloir revenir en RDC par la partie orientale, afin de contribuer à la recherche d'une solution dont il parle depuis de nombreuses semaines. Ce qui interpelle particulièrement, c'est le choix de la zone par laquelle il veut revenir. Joseph Kabila veut revenir par la partie orientale. La partie orientale comprend notamment cette zone, Nord Kivu, Sud Kivu, en proie à des guerres. Et surtout en proie à l'occupation de l'AFC M23. Voilà pourquoi beaucoup de membres de la majorité présidentielle voient en cela simplement une confirmation des nombreuses accusations qu'ils ont portées en son encontre en disant qu'il était l'un des soutiens de l'AFC M23. En réaction à ces accusations, le parti du président Joseph Kabila, le PPRD, a réagi à l'occasion du 23e anniversaire de ce parti. Ils ont organisé d'ailleurs une sorte de rentrée politique au showbuzz. C'était le lundi 7 avril. Ils ont réagi avec véhémence, rejetant toute accusation de lien présumé entre le PPRD et l'AFC M23. À travers notamment la bouche du secrétaire général Emmanuel Ramazani Shadary, qui, on le rappelle, a été candidat malheureux à l'élection de 2018, il précise que le PPRD est composé de nationalistes. Donc ils sont dévoués à la nation, mais surtout qu'ils ne veulent pas participer aux consultations nationales dont on va esquisser quelques mots plus tard, parce qu'ils estiment que la majorité est acquise, donc il n'y a pas besoin, de façon on va dire ironique, de pouvoir consulter encore. Mais surtout le plus important, c'est qu'ils veulent un dialogue inclusif qui permettra de résorber toute la situation sécuritaire auquel notre pays est confronté. Mais j'ai retenu quand même une formule assez spécifique prononcée par le secrétaire général que je vous propose de suivre. Nalobi boye, to na ba consultation na bino, bolamba, bolia, tokoyate. Alors, lorsqu'on est dans l'opposition politique, vous comprendrez qu'il est question aussi d'avoir l'art de la formule. Et Emmanuel Ramazani Shadary est en train de s'améliorer dans cet exercice. Passons donc au deuxième sujet, celui qui concerne le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Toujours égal à lui-même, le ministre de la Justice s'est illustré notamment dans un plateau de télé, celui de Télé 50, dans une émission qu'on appelle Fauteuil Blanc. Il y avait plusieurs journalistes en face de lui, notamment une qui s'appelle Élisée Odia, que l'on connaît, une journaliste indépendante qui est passée par plusieurs médias. Une question particulièrement a, comme qui dirait, créé cette tension, parce que Élisée Odia, journaliste, pose la question au ministre de la Justice de savoir quel est le fondement légal de toutes les décisions qu'il prend à l'encontre de Corneille Nangaa ou encore de Pero Luara. La réponse du ministre de la Justice est sans appel. Je le dis, je ne voudrais pas que vous également, vous soyez soupçonné d'être de connivence avec arrêtez de m'impressionner, arrêtez de m'intimider, ça marche pas avec moi, monsieur le ministre. Parce que nous les intimidations, ça marche pas avec moi, monsieur le ministre. Cette image a fait le tour des réseaux sociaux. Mais en y voyant de plus près,
on se rend compte quand même que le ministre de la Justice ne répond pas à la question. Malin qu'il est, il trouve des moyens pour pouvoir détourner l'attention. Et bien, c'est réussi. Mais la question que les juristes comme moi se posent, c'est celle de savoir, eh bien, quel est le fondement? Puisqu'ici, il était question de Perrault-Louara, on se demande juridiquement comment la saisie notamment de ces biens s'explique. Ce n'est pas le fait d'être antipatriotique de se poser ces questions, c'est légitime. Nous avons quand même le droit de savoir, d'avoir cette logique juridique. Mais il faut l'avouer qu'il ne peut pas faire du juridisme. Aujourd'hui, il faut le dire, pour ceux qui en ont intérêt, ils utilisent le droit comme un instrument pour, eh ben, comme qui dirait, décrédibiliser les actions du ministre de la Justice. Je pense que ces actions sont fondamentalement construites, ils sont fondamentalement liés à une trame, à une logique que le gouvernement, une position que le gouvernement veut avoir vis-à-vis de cette agression à l'est de notre pays. Mais force est de constater qu'il faut y ajouter des arguments juridiques. C'est très important, monsieur le ministre de la Justice, Constant Mutamba, et nous les attendons toujours. Le troisième sujet qui occupe notre récap de ce jour, eh ben, concerne la réponse que le gouvernement a apportée suite aux inondations qui ont touché notamment plusieurs communes du grand district de Tchango, qui s'étend tout autour de la rivière Ndjili. Eh bien, on a été heureux de constater que le couple présidentiel en personne s'est déplacé pour pouvoir être au chevet de ces sinistres. Le Congolais a toujours sa façon à lui de s'exprimer. Et vous vous rendrez compte à travers cette vidéo qu'un Congolais fait une demande assez spécifique. Pesa biso ba chaussure la chef de l'État gindaka na mai wana. Pesa biso ba chaussure wana to na ngo posa mama. Ba chaussure wana to créer la misère. To expliquer génération génération. Toujours dans ce chapitre lié aux inondations, vous avez l'honorable député national Matata Poulimapon qui a formulé une question orale avec débat. Question orale avec débat adressée à la première ministre Judith Souminois. À cet effet, l'Assemblée nationale, à travers son président Vital Kamerhe, a annoncé que la première ministre est attendue au Parlement pour ce mardi 15 avril. Elle est censée présenter le plan humanitaire à long terme, à court terme et à moyen terme qu'elle prévoit suite aux inondations qui ont touché la ville-province de Kinshasa. Il est important de quand même se rendre compte de l'ampleur de ces inondations. 43 morts officiellement et plus de 2000 sinistrés. C'est un problème qui est récurrent, mais vous avez aussi Metelsat qui prévient que cela va perdurer. C'est-à-dire qu'il faut, bien entendu, avoir un plan humanitaire, d'accord, mais il faut aussi avoir un plan préventif. Comment on fait pour lutter contre ça? Alors, les consultations nationales pour la formation du gouvernement d'union nationale sont, on va les dire, officiellement terminées depuis cette semaine, mais deux réactions ont particulièrement retenu mon attention et je voulais vous présenter. Premièrement, c'est celle de l'association des constitutionnalistes congolais. Nous avions notamment le professeur Ngonda Nkoyi, on pouvait en apercevoir le professeur Évariste Bochab ou encore le jeune professeur Daniel Mbaou. Ils ont formulé une requête très intéressante à mon avis où ils mettent en garde le gouvernement par rapport au processus de consultation nationale. Et nous avons insisté particulièrement sur le fait que notre pays ayant une constitution, tous nous avons le devoir, nous avons l'obligation de respecter la constitution que le peuple a adoptée au référendum populaire. C'est un principe important qui doit guider l'ensemble du processus qui va se poursuivre. En effet, la Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est cette loi qui organise le régime politique de la République démocratique du Congo et c'est cette loi qui permet d'avoir toutes les autres se conforment à elle. On parle même de contrôle de constitutionnalité. Donc, il est très important que dans tout ce que les politiques font, qu'ils tiennent compte de la Constitution. Nous avons aussi la réaction d'un ancien ministre, à la personne de Willy Bakonga, qui a été chahuté par la justice, on va dire ça pour être gentil, qui lui prône un gouvernement des vertébrés. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par vertébré? Faut-il comprendre qu'il faut un gouvernement avec des hommes et des femmes qui ont fait de nombreuses années en politique, qui maîtrisent le rouage du système politique congolais? Je pense que si c'est ce que ça veut dire, je dis non. Parce qu'en fait, on a envie que les choses changent. On a dit, si ceux qui sont passés par là n'ont pas réussi,
pourquoi faut-il revenir encore à ces vertébrés? À l'international, l'actualité est notamment marquée par les actions posées par Donald J. Trump, le président des États-Unis d'Amérique, qui est accusé par de nombreux démocrates d'être à l'origine d'un délit d'initié. Le délit d'initié est une infraction à caractère boursière, c'est-à-dire vous avez un investisseur qui a des informations qu'on va qualifier de confidentielles et qui s'en sert pour faire du profit. Dans les faits, Donald Trump a prononcé une sanction économique, vis-à-vis de plusieurs pays du monde. Une surtaxe. Des pays qui pouvaient payer 10% de taxes devaient normalement avoir une surtaxe allant jusqu'à 50%. Et Donald Trump est revenu sur sa décision, le jour même de la mise en application de sa décision, prétextant notamment que plusieurs pays l'avaient contacté pour vouloir négocier. De ce fait, il a annulé, ou plutôt il a suspendu ces sanctions. Cela a eu pour conséquence que les marchés boursiers ont connu une hausse importante. Alors pour les démocrates, Donald Trump aurait utilisé ces sanctions pour manipuler la bourse, c'est-à-dire qu'il savait pertinemment qu'il allait annuler ces sanctions, et quand il le fait, il a prévenu ses proches pour que ses proches puissent s'enrichir. Ce ne sont que les accusations. Notez que ces taxes ont été suspendues pour tous les pays du monde, sauf la Chine. La Chine qui a près de 150% de taxes. Donc vous vous rendez compte qu'il y a une véritable guerre commerciale qui se vit aujourd'hui. Il est important de pouvoir se positionner et de tirer son profit. À mon humble avis, Donald J. Trump, c'est quelqu'un qui organise son imprévisibilité. C'est quelqu'un qui fait des choses pour paraître de plus en plus imprévisibles. Et nous, en tant qu'Africains, ça doit être une opportunité. On ne doit pas voir en ces sanctions économiques un moyen de faiblesse. Parce que quand vous allez négocier, vous êtes en position de faiblesse, les États-Unis vous imposent leur position. Il faut plutôt réfléchir à comment importer moins. C'est une opportunité pour nous. Voilà, après le grand recap de la bonitude, voici maintenant le moment où nous passons au petit recap. En musique, il y a une nouvelle qui m'a particulièrement touché, c'est que nous avons appris qu'un featuring a été enregistré entre Alech, que l'on connaît très bien, un artiste musicien congolais, et Zozo Machine, un des membres du groupe MPR, un rappeur aussi très connu. Rappelons-le que ces deux artistes sont quand même des artistes qui sont engagés. À mon avis, on devrait assister à quelque chose d'assez exceptionnel. Le morceau devrait figurer dans l'album de Alech qui sortira très bientôt. Un autre sujet, celui qui concerne Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, qui avait été longtemps blessé avec son club, le Betis Séville, revient au meilleur de sa forme. Dans cette semaine européenne, où il y a eu notamment l'Europa League Conférence, il a marqué son 6e but en Ligue Europa Conférence, faisant de lui le meilleur buteur sur une édition en compétition européenne pour ce club. Deuxième meilleur buteur, il suit un autre Congolais qui s'appelle Pouloulou, que nous aurons peut-être l'occasion de découvrir avec les Léopards. Mais pour revenir à Cédric Bakambu, nous sommes très heureux de voir notre Léopard à ce niveau, capable de marquer ce genre de but. Ça nous donne beaucoup d'espoir sur l'avenir, notamment sur une qualification pour la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Alors, on va revenir sur le litige qui oppose Kylian Mbappé, le joueur du Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France, au club de la capitale, le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, à travers ses avocats, a fait saisir les comptes du PSG. Il a fait saisir 55 millions de ses comptes. Le sujet remonte à la saison 2022-23. Alors pour bien comprendre pourquoi on en arrive là, il faut revenir au début de saison 2023-2024. Kylian Mbappé envoie une lettre à la direction parisienne où il précise qu'il ne va pas renouveler, parce que rappelons-le, en 2022, il renouvelle pour 2 ans et il a une année en option. L'année en option, il devait l'activer lors de sa 2e année, c'est-à-dire en 2023, ce qu'il ne fait pas. Eh bien, qu'est-ce que fait le club? Le club le place au loft, c'est-à-dire qu'il est un joueur reconnu de l'équipe, mais il ne joue pas. Il est hors du groupe qui dispute les matchs, un peu comme ce qui se passe avec Chancel Mbemba. Et donc, Mbappé est finalement revenu à la compétition. Il avait des accords où il a renoncé notamment à ses primes personnelles. Il a joué toute la saison. On se rappelle que le Paris Saint-Germain était arrivé en demi-finale lors de la saison 2023-2024. Il s'avère que le Paris Saint-Germain n'aurait pas payé le joueur pour ces 3 derniers mois de contrat. Le joueur qui, rappelons-le, gagnait quand même une bagatelle importante,
avec des primes incroyables, estime que le club doit le payer son argent. Très pratique, surtout qu'il ne joue plus au Paris Saint-Germain, il joue aujourd'hui au Real de Madrid. Bon, à mon avis, c'est un litige intéressant qui permet d'avoir quand même une connaissance du droit du sport. Et vous avez aussi Léo Messi, le génie argentin, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de son club Inter Miami, avec 42 buts en 48 matchs. Je ne sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir des joueurs de cette trempe. Lionel Messi, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. À 37 ans, on va dire 38 ans, il est capable de faire des différences énormes et d'être le meilleur buteur d'une équipe seulement en une saison et demie. Et je pense et j'espère qu'on aura l'occasion de voir Lionel Messi à la Coupe du Monde et de voir le Portugal de Cristiano Ronaldo affronter l'Argentine de Léo Messi en demi-finale. Pourquoi? C'est donc par cette note que nous allons clore le deuxième épisode du récap de la Bolitude. Rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à la même heure, pour découvrir encore le récap de toutes les actualités qui marqueront la semaine que nous allons. C'était donc Dioda Tangu, toujours avec le même plaisir de vous servir. Oui, c'est bon, c'est normal, très mystique. Carré.